Bonjour à tous, bienvenue à ma troisième séance vidéo qui aujourd'hui va traiter du jeu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page de la vidéo ou en message privé. Je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui n'auraient pas vu mes deux premières vidéos qui traitaient des émotions et des difficultés parentales. Je m'appelle Claire Frappin, je suis infirmière de profession et accompagnante en parentalité à Dinan en Bretagne. J'interviens jusqu'avant le confinement, au domicile des parents et des enfants. J'anime des cafés parents papotes entre poussettes au Palais d'Or à Dinan tous les vendredis matins. C'est un atelier d'échange pour les parents dont les enfants sont âgés de 0 à 12 ans. J'ai également créé le blog Conseil parents bébés en juin 2018 et depuis peu je propose des rendez-vous en visio-séance afin d'élargir mon secteur géographique et de répondre de façon complètement optimale aux contraintes sanitaires. Donc voilà, le thème aujourd'hui, c'est le jeu. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de questionnements et d'interrogations qui me viennent comme je sais pas quoi proposer à mon enfant, ou est-ce que vous avez des idées d'activités, de jeux. Donc je me suis dit que traiter entre guillemets du jeu était je pense une bonne idée. Donc vous me direz si c'est une bonne idée ou pas. En plus, c'est un sujet qui est au centre de tous les modes de garde. Donc, je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser les professionnels qui pouvaient me regarder. Donc, et aussi les parents dont ces enfants sont en mode de garde, parce que c'est souvent l'une des premières questions qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Donc voilà. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. Donc je pensais aborder les différents types de jeux. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait proposer en fonction de l'âge, en fonction du développement de l'enfant. Et voilà. Donc, je voulais déjà vous différencier les deux grands types de jeux. Il y a le jeu libre et le jeu, les activités dirigées. J'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça que ça se dit. Donc, qu'est-ce que le jeu libre et le jeu libre, pardon, et qu'est-ce qu'il apporte à l'enfant? Le jeu libre, c'est laisser votre enfant jouer seul. Avant de prendre part à un jeu commun avec d'autres enfants, d'autres personnes, il faut d'abord que l'enfant s'habitue à le faire seul. Donc, si votre enfant est gardé en collectivité, évidemment, alors donc en collectivité, je parle des enfants de moins de 3 ans, ou chez une assistante maternelle, c'est un petit collectif, mais ça reste un collectif. Il va progressivement s'habituer à jouer tout seul, puis à côté d'un enfant, puis il va l'observer, l'imiter. Et après, il pourra commencer à envisager de peut-être prêter un jeu, un cube, voilà. Mais c'est un cheminement qui est très long. Il faut vraiment laisser le temps à l'enfant d'aller de lui-même vers l'enfant. Observez-vous en tant qu'adulte comment est-ce qu'il interagit avec l'enfant et vraiment ne pas le brusquer. Il faut vraiment être patient et le laisser, pas lui dire prête-le, parce que lui il va vivre ça comme une agression et il va pas comprendre. Déjà il faut que lui puisse comprendre tout l'intérêt du jeu qu'il a entre les mains pour pouvoir éventuellement le prêter. Donc si votre enfant est dans la lune avec son jeu, si vous voyez qu'il l'observe, vous pensez, vous, peut-être, en tant qu'adulte, il fait rien avec ce jeu, je vais lui enlever, je vais lui proposer autre chose. Ben non. En fait, il le découvre. Il le découvre sur différentes façons, sur différentes facettes. Ça peut être au toucher, ça peut être à la vue, ça peut être dans la bouche. La phase orale est une phase de découverte pour votre enfant. Donc, laissez-le faire. C'est comme ça que lui, il découvre ses jeux. Donc, évitez d'agir.
sauf si lui vous demande, si vous le tend, ça veut dire que ça y est, il est prêt à jouer avec vous, mais n'allez pas le retirer parce que vous imaginez qu'il s'ennuie, ou peut-être qu'il s'en fiche, et du coup, laissez-le faire lui à sa manière. Et l'enfant a besoin de rêver. S'il est allongé sur son tapis, il ne dit rien, il observe. Laissez-le observer. L'observation fait partie de la découverte. Vous le mettez sur un tapis de jeu, il a plein de jeux autour de lui. S'il bouge pas mais qu'il a la tête tournée, peut-être qu'il est en train de se dire « Ah, celui-là, il attire mon œil, et pourquoi est-ce qu'il peut attirer mon œil ?» Donc, laissez-le, pardon. Il a besoin de découvrir comme ça. Donc, le jeu libre, en gros, votre enfant, il est maître de ce qu'il veut faire. Donc, on n'intervient pas. Dans la mesure du possible, évidemment. Les activités dites dirigées. Alors, ce sont des activités en présence d'un adulte, dans un cadre donné par l'adulte lui-même. Donc, il ne faut pas, en tant qu'adulte, oublier la notion de jeu. Le jeu, c'est prendre du plaisir. C'est pas le résultat qui compte. C'est vraiment prendre du plaisir. Alors que nous, en tant qu'adultes, on s'attend à un résultat. Alors qu'en tant qu'enfant, c'est prendre du plaisir. Découvrir comment on peut interagir sur de la peinture, sur de la pâte à modeler. Je vais alors essayer, pour cette 3e vidéo, de vous mettre des petites diapos, des petites images, des activités qu'on peut proposer. Et j'espère que ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Donc, par exemple, voilà, pour apprendre et reconnaître des couleurs. Alors moi, je suis une adepte de l'école de Montessori, où on laisse l'enfant découvrir par lui-même. On lui propose, moi chez moi, j'ai une boîte Montessori où il y a des jeux de transvasement, il y a des jeux de couleurs comme celui avec la chenille, il y a des cubes de couleurs comme les photos que vous avez là. Et alors mon fils maintenant est grand, mais il joue toujours avec sa boîte, c'est sa boîte à lui. A été à disposition, il la prenait, se mettait sur la table et faisait ce qu'il avait envie de faire. Donc par exemple, voilà, des petites choses complètement concrètes, hein, une feuille, un coloriage et des billes de tissu, des duplos, des jeux à empiler. Je pense que tous les enfants ont des jeux à empiler de différentes couleurs. C'est des jeux en bois. Donc voilà. Après, il y a vraiment des activités type vraiment dirigées. Hein. Donc les activités de la peinture, du feu, des crayons de couleur, gommettes, découpage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une de mes photos où mon fils est en train de se peindre la main. Pourquoi pas? Hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc du découpage. Donc là, vous le voyez avec des ciseaux de grand, mais il existe des petits ciseaux en plastique où ils sont, voilà, on ne peut pas couper quoi que ce soit. On peut couper par contre du papier. Donc pour apprendre en motricité fine, c'est pas mal pour le coup. Les crayons, pareil, ce sont des crayons de plus gros modèles pour qu'ils puissent crayonner. On ne dit pas du coloriage à cet âge-là, du crayonné. Et c'est une préhension qui est beaucoup plus facile pour eux. C'est adapté à leurs petites mains. Donc, il faut toujours se dire quel est l'intérêt de placer un petit devant la peinture, par exemple, si celui-ci a horreur de salir les mains. Voilà, s'il a horreur de salir les mains, quel est l'intérêt de le placer devant une activité salissante pour lui? Parce que ça va plus être une source d'angoisse qu'autre chose. Donc voilà. Si on repart de l'activité peinture, par exemple, l'adulte doit se préparer avant d'effectuer cette activité, ou alors la peinture ou une autre activité qui est salissante, car il doit se préparer au débordement et aux maladresses que cela peut engendrer. L'intérêt de l'enfant, c'est dans la manipulation, dans le geste, dans son expression de mouvement libre. Donc s'il est cloisonné et s'il a un cadre, une feuille de papier standard A4, alors que lui, ce qu'il veut faire, c'est des grands mouvements, parce que papa ou maman qui est à côté ne veut pas que ça déborde,
l'activité n'est pas adaptée à votre petit. Ou peut-être qu'elle n'est pas adaptée à vous parce que vous ne pouvez pas accepter ce débordement-là. Il faut connaître ses propres limites aussi. Je sais que moi, le débordement ne me gêne pas. Par exemple, mon mari ne fera jamais de peinture. Il n'a jamais fait de peinture avec mes enfants parce que c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Il ne veut pas que ça déborde. Donc c'est quelque chose qui est très clair pour les enfants. La peinture avec maman, puis le reste avec papa. Donc voilà, il faut vraiment connaître ses limites. Parce que si c'est pour que ça devienne une source de conflit, bah pour le coup, l'intérêt de l'activité dirigée, elle est nulle. Donc évidemment, pensez à protéger la table, le sol, les murs, car la peinture n'est pas obligatoirement assise sur une chaise. Elle peut se faire au sol, par terre, ou debout sur des tableaux verticaux. Moi, la maîtresse de mes enfants fait de la peinture debout. Je trouve ça génial parce que toujours assis sur une chaise, ça fait encore un cadre en plus que là, debout, on est vraiment libre de ses mouvements. Donc voilà. Après, attention, par contre, à ne pas proposer trop de choses. La surstimulation peut avoir un côté négatif sur le développement du cerveau de votre enfant. Donc c'est vraiment proposer des petites choses. Les enfants ont une capacité d'attention qui est petite. Vous allez avoir un grand temps de préparation de peinture pour avoir 5 minutes de peinture. Mais lui, pendant 5 minutes, il s'est éclaté parce qu'il en a mis partout, et voilà, et voilà. Et ne pas interpréter les dessins. Si votre enfant vous dit que c'est une maison, bah c'est une maison. S'il vous dit que c'est un chat, bah c'est un chat. Vous voyez avec vos yeux d'adulte, lui, il voit avec son imaginaire. Donc, ne pas interpréter les dessins. Donc, voilà, la grosse différence entre le jeu libre et les activités dirigées. Je voulais aussi vous parler du jeu symbolique. Parce que le but, le rôle du jeu symbolique, c'est le questionnement de votre enfant de ce qui est vrai, de ce qui est de la fiction. Les enfants adorent jouer à la dinette, à réparer les choses cassées, voilà. Donc en fait, ils se questionnent sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Je vais vous prendre un exemple assez concret qui souvent n'est absolument pas apprécié par les adultes, mais on va se placer du point de vue des enfants. Par exemple, les enfants qui jouent à la guerre, qui jouent à se tuer, à pan, t'es mort, généralement, les adultes n'apprécient absolument pas ce jeu-là parce qu'on ne met pas la même signification dedans. Sur le point de vue de l'enfant, ça lui permet d'exprimer une agressivité, voir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Pan, t'es mort. Si vous faites et non, c'était pour de faux. Ça lui permet de se dire ah oui, en effet, ça c'est faux. Voilà, on distingue la réalité de la fiction. Alors que nous adultes, bah voilà, on le prend vraiment comme une agression en disant oh là là, t'es pas gentil, tu veux que je sois mort. Voilà, en fait, ils ne questionnent pas la même chose. Comme je vous disais sur l'une des vidéos, n'oubliez pas que les enfants ont la capacité de raisonnement pas avant 6 ans. Donc, de 0 à 6 ans, ils questionnent le monde, ils découvrent le monde. Ils n'ont pas cette analyse comme nous, on peut avoir. Donc voilà. Donc, en fait, notre rôle, quand ils sont dans des jeux symboliques, c'est de les aider à comprendre ce qui est de la réalité, de ce qui est de la fiction. Faut les laisser jouer. Réellement, si eux viennent à vous poser la question, eh ben, vous y répondez. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt d'intervenir dans leur jeu parce que vous bloquez le processus de raisonnement qu'ils ont. Moi, en ce moment, c'est la question des dragons. Est-ce que les dragons existent? Bah, toi, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que, et voilà. Si lui, il pense qu'en effet, les dragons existent, bah, les dragons, ils existent. Et après, on lui expliquera que, bah, en effet, ce sont des animaux qui ont été inventés, mais quand il aura cette capacité de raisonnement. À ce jour, on les laisse dans leurs imaginaires. Ça les préserve de beaucoup de choses et c'est plutôt bien, je trouve. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que le jeu est un outil pour apprendre, pour connaître son corps, pour faire de nouvelles expériences. Je vais vous donner quelques petites idées
que j'ai répertoriées. Et puis, vous me direz si c'est des choses qui peuvent vous convenir ou pas. Donc, par exemple, on peut faire des découvertes scientifiques en découvrant ce qui flotte et ce qui coule. Alors, vous pouvez le faire, ça dépend de l'évolution du langage de votre enfant, ça dépend de s'il est intéressé par avoir les mains mouillées aussi. Voilà, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de la volonté de votre enfant. Mais c'est une expérience qui est plutôt chouette à faire. Donc, dans une bassine remplie d'eau, vous choisissez avec votre enfant des objets de la maison, des objets à lui, des jouets évidemment qui ne craignent rien. Vous allez dans le jardin, vous pouvez ramasser des feuilles si vous êtes en appartement, vous déchirez un petit bout de papier, voilà. Et puis vous faites des expériences. Et avant de faire l'expérience, on explique. Qu'est-ce qui flotte? Bah, comme les bateaux, ça reste sur l'eau. Qu'est-ce qui coule? Les pierres qui vont au fond de l'eau. Et d'après toi, avec les objets que tu as choisis, qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui coule? Il va vous dire, et puis vous lui dites, bah maintenant on essaye tous les deux, et on voit. Et voilà, ça, c'est un jeu, c'est une expérience, et ça permet et de verbaliser les choses, et de commencer à réfléchir à, ah oui, en effet, il y a des choses qui coulent, il y a des choses qui flottent. Une activité que moi j'aime beaucoup, beaucoup pour apprendre énormément de choses, c'est la cuisine. Je vais vous montrer des petites images. Qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine? La cuisine est mon élément favori d'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qui développe la curiosité, la dextérité, et dès le plus jeune âge. Vraiment, dès le plus jeune âge. Moi, j'ai cuisiné de très bonne heure avec mes enfants. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a des toutes petites mains, voilà. On coupe, on roule, on mélange, on fait des expériences et on goûte après ce qu'on a fait. Franchement, je trouve ça, enfin moi je trouve ça génial, mais j'adore cuisiner, donc voilà. Donc voilà, je vais vous donner, il y a un petit truc que moi je fais avec mes enfants. Le mercredi et le samedi, parce que le mercredi je ne travaille pas, donc mercredi et samedi, les enfants choisissent une recette. Donc quand je fais mes courses, bah, qu'est-ce que tu voudrais qu'on cuisine? Donc j'ai 2 enfants, donc chacun un jour. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on cuisine mercredi ou samedi? Donc voilà, on cherche dans les livres j'ai beaucoup de livres de recettes, donc on cherche, les images parlent beaucoup aux enfants. Donc on choisit une recette, on choisit les aliments à acheter. Donc bah, ils viennent avec moi chercher les légumes frais, le poisson, la viande. Généralement c'est des desserts parce qu'ils adorent les desserts, ou des quiches parce qu'ils adorent les quiches. Mais voilà, on choisit on regarde ce dont on a besoin, on les achète ensemble. On met le jour de la confection de notre grand mets, on met le tablier, la toque, et puis en plus on se déguise, c'est trop bien, on est des vrais cuisiniers. Et du coup, on coupe, on casse des œufs, alors évidemment, hein, on vérifie les coquilles, on coupe en sécurité. Alors, chez les tout petits, moi j'ai utilisé des couteaux à beurre. J'ai pris des aliments qui étaient faciles à découper avec des couteaux à beurre. Là, pour mon petit garçon qui a 5 ans, c'est des petits couteaux standards, vous voyez, comme ça. Il y a quelques petites dents, mais alors réellement, ça ne coupe absolument pas le doigt, mais ça coupe l'aliment. C'est plutôt chouette. Et quand on fait des choses où il y a besoin d'un vrai couteau, on le fait à 4 mains. Alors, en lui expliquant évidemment que c'est un aliment qui est dur à couper et qu'il faut utiliser un couteau qui est avec des grandes dents, et que moi j'ai peur qu'il se fasse mal, donc je préfère l'aider à couper. Ça passe sans problème. Tant que tout est expliqué, normalement, ça passe plutôt bien. Donc, on casse les œufs, hein, on vérifie les petites coquilles, hein, c'est peut-être plutôt bien. On utilise des nouveaux instruments comme le fouet. Hein, vous voyez, enfin là, sur une de mes images, il y a mon petit bonhomme qui touille. Donc, on utilise le fouet. Le fouet ne peut s'utiliser qu'en cuisine. Enfin, moi, je ne l'utilise qu'en cuisine, en tout cas. On malaxe avec les mains. Alors, on fait beaucoup de sablé. Donc, j'ai pas dû mettre
de photos de sablé là, non. Mais on fait beaucoup de sablé, donc on malaxe avec les mains, hein. C'est génial au niveau développement du toucher. Bref, on utilise tous nos sens. Après, on déguste avec la fierté qu'a votre enfant de dire c'est moi qui l'ai fait, et la fierté d'entendre, alors chez moi c'est son papa et sa grande sœur ou son petit frère dire oh, c'est trop bon ce que tu as cuisiné. Et voilà, c'est un vrai moment de partage du début à la fin. Pour nous, la cuisine, voilà. Donc je me suis dit que c'était bien de vous mettre des petites images pour, euh, pour illustrer mes propos. Donc, sinon, il y a des petites choses toutes simples qui peuvent être faites au quotidien pour développer les sens. Par exemple, le toucher. Vous êtes en train de dîner. Vous pouvez poser la question. Tiens, ce que tu manges d'après toi, c'est chaud ou c'est froid? Bonne question. C'est chaud ou c'est froid? Avec l'odorat, faire sentir les aliments. Vraiment, alors quand vous les cuisinez avec lui, du coup, avec lui, oui, c'est beaucoup mieux. Mais faire sentir les aliments, les épices. Moi, j'utilise des épices et c'est vrai que ben ils savent quand il y a de la noix de muscade, ils le savent à l'odeur, ils le savent au goût aussi du coup maintenant. Quand c'est du cumin, pareil. Donc l'odorat, voilà. Ça peut être en mangeant, ça te fait penser à ça sent quoi? Ça sent bon? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu n'aimes pas l'odeur? À quoi ça te fait penser? Ça développe le langage aussi. En plus, ça permet de mettre des mots sur des choses. Pour développer l'ouïe, alors moi en crèche, je faisais des boîtes à sons. Donc on prenait les grosses boîtes de lait, des boîtes en carton, et on mettait des objets dedans, et puis on faisait des maracas. C'était plutôt chouette pour le coup. Et on peut, si on n'a plus de si on n'a plus de boîte si on n'a plus de boîte de lait, on peut aussi faire avec, regardez, si j'arrive à vous le montrer, avec des ballons de baudruche. Avec des ballons de baudruche, vous mettez du riz, on gonfle et normalement c'est une vidéo, ça fonctionne. Voilà, on entend. Alors on gonfle pas trop le ballon pour éviter qu'il pète. On le gonfle vraiment au minimum. Et puis après, on peut mettre de l'eau aussi dedans. Donc juste le ballon avec de l'eau. Et c'est pareil. Ça fait un autre bruit. Ça fait une autre sensation. Et c'est plutôt rigolo. Après, on peut aussi faire avec des bouteilles sensorielles, donc une bouteille avec des pompons dedans. Là, on entend et puis on voit aussi les différences, les différentes couleurs s'agiter. Et avec de la peinture, là j'ai mis de la peinture, de l'eau, de l'huile pour avoir un petit dépôt qui est, alors il est pas trop brillant, d'habitude c'est beaucoup plus brillant, mais voilà. Et pour mettre un petit dépôt qui est plutôt joli. Et surtout n'oubliez pas, vraiment c'est un petit conseil, de coller le bouchon parce qu'ils sont forts nos enfants. Ils savent dévisser les bouteilles. Donc mettez de la colle liquide, vous fermez, vous attendez bien, et vous testez vous si vous arrivez à l'ouvrir. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, vous pouvez les donner en sécurité. Mais n'oubliez pas la colle. Vraiment, c'est un vrai conseil. Je l'ai vécu d'expérience, d'avoir oublié de mettre de la colle. Bah, on le fait une fois, on le fait pas deux. Donc voilà. Pour développer le goût, ce qui est sympathique, c'est les activités autour du goût. Alors, pour les tout petits, par exemple, faire avec les liquides. Préparer différents types de liquides, donc de l'eau standard, de l'eau avec un petit peu de sirop, un petit peu de jus,
mais aussi de la soupe, froide ou chaude, de l'eau pétillante. Et puis voilà, vous allez avoir des grimaces comme ça avec de l'eau pétillante. Mais c'est rigolo d'observer leur réaction et de mettre des mots dessus. Alors ça, franchement, vous pouvez le faire assez rapidement. Enfin, moi, je pense que la diversification du goût doit se faire de bonne heure pour le coup. Et la différence de sensation est vraiment rigolote en fonction des âges. Si vous le faites à 18 mois, vous le faites à 2 ans et à 2 ans et demi, vous allez voir que les choses évoluent. Donc je trouve ça assez rigolo. Et après, pour la vue, pour développer la vue, le memory. Franchement, le memory est un des jeux qui développe vraiment bien la vue. Vraiment les jeux d'observation. Par exemple, je vous ai préparé quelques petits jeux que moi j'ai une vraie ludothèque à la maison, avec lesquels nous on joue encore malgré que, enfin mes enfants ont 5 et 9 ans, mais ce sont des jeux qu'ils affectionnent vraiment beaucoup. Donc pour sortir un petit peu du memory standard avec des cartes, voilà, qui est très bien, il n'y a pas de souci, hein. Mais vous voyez, alors moi j'aime beaucoup les jeux de Djeco parce qu'ils sont très colorés, très faciles à manipuler et adaptés vraiment à toutes les mains. Vous voyez, mes enfants, je vous dis, ils jouent encore avec. Donc ce sont des petits animaux par exemple. Donc en fonction des âges, évidemment, on peut prendre déjà que trois animaux. Ça permet déjà de mettre des noms sur les animaux. Donc on doit en cacher un et on doit découvrir celui qui est caché. Donc il y en a jusqu'à 9. Donc vous pouvez faire évoluer le jeu. Enfin, il est vraiment très intéressant celui-là. Pour les un petit peu plus grands, parce que c'est une demande de rapidité. Alors moi je sais que je me fie à l'âge des jeux qui est indiqué sur les enfants, pour les enfants. Mais moi, par exemple, j'ai mon petit garçon qui adore un jeu qui est censé être à partir de 7 ans. Ça fait au moins 2 ans qu'il joue avec. Donc, on a adapté les règles, en fait. Comme ça, il est très content de jouer avec. Maintenant, on est sur la règle optimale. Mais n'hésitez pas à adapter les règles en fonction de l'âge de votre enfant et de ce qu'il sait faire. Le but n'est pas de le mettre en difficulté. C'est vraiment de l'aider à avancer. Et s'il arrive à jouer, s'il veut jouer à ce jeu-là, mais qui n'est pas adapté, et que vous pouvez adapter la règle, adaptez la règle. Franchement, voilà. Le Tutti Frutti est vraiment bien. C'est pareil, c'est un jeu, c'est un espace de memory où, en fait, il y a les pions. Vous voyez, il y a là, par exemple, ce sont des fruits, hein, donc pommes et abricots. Et par exemple, il faut retrouver un abricot. Et après, il faut remettre voilà, là c'est une châtaigne, non une figue, et du coup, là j'ai plus de figue par exemple, donc j'ai perdu, donc j'ai fini de jouer. Le but est d'empiler le maximum de jeux par rapport à ce qu'il y a sur votre table. Et ils mettent dès 4 ans, il peut être commencé à partir de 3 ans, mais sans mettre la notion de temps. Même moi, vous voyez, maintenant on joue pas avec la notion de temps. Celui qui a fini, il a fini, il attend que les autres aient fini. Et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Cuit est vraiment est vraiment mignon et adapté. On doit faire éclore on doit faire éclore un petit oiseau avec un jeu de dés. Donc commencez les jeux de dés commencez. Je vous conseille de commencer les jeux de dés de bonheur. Alors pas forcément des dés avec des chiffres parce qu'il faut que les enfants sachent dénombrer, mais pour qu'ils puissent manipuler le dé. Vraiment, c'est quelque chose qui est vu assez rapidement à l'école et c'est vrai que j'ai souvent le retour des maîtresses en me disant on voit que vos enfants ont joué parce qu'ils savent quoi faire avec le dé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en fait. Le poulailler est vraiment pas mal aussi. Alors il faut ramasser des œufs. Il y a un petit peu de hasard et vraiment, il faut ramasser le plus d'œufs avant que les poules les prennent. Donc c'est plutôt bien. En jeu de coopération, il y a le verger. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas sorti, que j'ai. Et qui est vraiment adapté. Après, alors là, c'est beaucoup pour les plus grands. C'est les tangrammes. Les tangrammes, ça permet
Ça permet vraiment de reproduire. Ça permet de travailler les couleurs, ça permet de travailler les formes. Et vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, alors moi j'ai un petit jeu de cartes éducatif Montessori pour apprendre le dénombrement. Donc il faut savoir que en petite section c'est jusqu'à 3. Donc c'est dénombrer, c'est pas que 1, 2, 3, c'est 1 plus 2, 3 plus 0, 2 plus 1. Donc voilà. Et moi je sais que le dénombrement c'est fait avec Maria Montessori et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, et puis dans les petites activités artistiques, Auxibus font des petites boîtes comme ça pour avoir une approche de l'activité artistique. Donc il y a des crayons, il y a du collage, il y a du coloriage à cet âge-là, du crayonnage plutôt. Il y a différentes matières, on peut fabriquer des masques, des paysages, et je la trouve assez adaptée pour une première approche de l'activité artistique. Alors je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'elle est vide. J'ai juste gardé la boîte parce que je la trouvais vraiment chouette comme référence. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que je sais que chez nous, on joue beaucoup parce que ça a des moments vraiment d'interaction vraiment agréables. Maintenant, il faut vraiment bien garder en tête que le jeu, il est vraiment indispensable au développement de votre enfant. Il lui permet de grandir. Regardez l'évolution de votre enfant dans le jeu sans réellement chercher de résultats, sans chercher de performance. Alors que c'est vrai que généralement, adulte, quand on joue, c'est j'ai gagné le premier. Voilà, là le but c'est vraiment, bah, t'as vu, tu as évolué dans ton jeu, c'est bien. Avant tu étais là, aujourd'hui tu es là. Donc voilà, vraiment valoriser le progrès et pas le résultat. Et je sais que c'est compliqué en tant qu'adulte, mais c'est vrai que pour la construction et le développement de votre enfant, franchement, je vous le conseille. Donc voilà, je voulais vous montrer quelque chose qui est assez rigolo. Alors, il y a un article dessus sur mon blog. C'est le carton. Le carton est, à mon sens, un terrain de jeu qui est vraiment génial. On a tous des cartons, on a tous des boîtes en carton. Laissez des cartons à disposition. Vous allez voir l'imaginaire que votre enfant va se créer. Avec des bouteilles d'eau, voilà. Donc on peut vraiment jouer, laisser votre enfant jouer avec des choses vraiment toutes simples. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog sur les cartons. Vous allez voir que ça développe énormément de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si c'est quelque chose qui vous a plu. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.